Merci de nous choisir. Vous êtes sur Radio Dina, c'est bien l'heure de Pluriel, votre émission de société. Le 7e festival Maru, Ma Musique a eu lieu en septembre, hein, donc dans ce mois, du 5 au 8 septembre 2024. Et on va revenir sur le concept, c'est quoi justement Maru? Ma musique, on évoque également la tournée en vue avec la promotrice en studio, Elisabeth Apampa. Bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est toujours un gros plaisir d'être dans les studios de Radio Dina. Je suis Latif Yorouma. Alors, on va évoquer votre concept. Hein. Je rappelle que la présidente est très souriante, la promotrice. Le festival, ma musique, ma rue ma musique, c'est quoi? Dites-nous. Alors, le festival IE, Ma rue, ma musique, c'est un festival de musique, de célébration des talents, de renforcement de capacités et surtout d'inclusion. Parce que l'histoire de ce festival part de cette volonté de faire un événement qui rassemble les artistes, les acteurs culturels, mais à côté, à travers des concerts qui sont généralement des concerts ouverts en plein air, de pouvoir profiter pour célébrer la musique, mais donner la chance à des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de vivre l'ambiance au même titre que des personnes qui ont les moyens d'aller s'acheter un ticket. Donc, nous, on fait l'effort de ramener de grands artistes pour des performances de qualité, mais de façon gratuite, pour permettre à tout le monde de bénéficier. D'ailleurs, c'est pour ça, en 2017, lorsqu'on lançait ce festival, la première programmation de ce festival en termes d'artistes a été d'abord réalisée par des enfants en situation de rue. Donc, le concept est vraiment un concept d'inclusion, mais aussi de renforcement de capacité et d'échange entre professionnels du secteur des industries culturelles et créatives, parce qu'on n'a pas vraiment assez de cadres d'échange entre nous. Tout le monde se bat au quotidien pour réaliser ses projets. Donc, nous, on essaye en tout cas faire le point au cours de l'année pour rassembler les personnes qui font le secteur artistique et culture au Togo. Cette année, on l'a réalisé, oui, en septembre, mais généralement, le festival se déroule en juin. Parce que c'est en juin, le 21 juin, la fête de la musique. Donc, on profite pour lancer ce festival-là. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a une équipe qui travaille, mais je n'étais pas du tout au pays présente cette période-là. C'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on va sur le mois de septembre. Ça a pris un peu de retard. Ça a pris du retard. Mais on a lancé aussi très tôt des formations pour les talents en février. Le projet a été très long cette année parce que on est rentré dans, on va dire, un créneau avec l'Accès Culture. Accès Culture, c'est un projet international où on est moulé dans un projet global Impact Eco avec les joutes verbales francophones, avec un projet de groupe artistique aussi qui sont dans la danse. Nous, on est au niveau de la musique et des performances de rue. Donc, on est en quelque sorte accompagné par l'Agence française de développement, par l'Institut français de Paris. Ça fait que on a pris du temps pour former les talents émergents. Le but, c'est de quartier en quartier, de ville en ville, d'aller à la rencontre des talents pour donner de la visibilité à ces talents-là et leur inculquer les valeurs que prônent les métiers du showbiz. Parce qu'on ne devient pas un artiste parce qu'on voit une personne le faire, mais c'est parce qu'on a le talent et on peaufine ce talent pour pouvoir être un artiste complet. Donc, on a vraiment fait ce travail-là et la finale s'est réalisée entre Diabolé. On a fait 2 concerts, pré-concerts avant les concerts programmés pour les dates du 5 au 8 septembre. On a fait un concert à Agné et puis un concert à Diabolé. Concert à Agné et à Diabolé. À Diabolé. D'accord. Alors, vous avez évoqué hier avant, bien sûr, voilà, de parler de Ma rue, ma musique. Hier, c'est quoi? Alors, Ma rue, ma musique, ça a toujours été l'intitulé du festival depuis 2017. Mais quand on rentre dans un nouveau créneau, il faut aussi innover. C'est en ce sens-là, on a voulu avoir aussi une dimension authentique. On a choisi un mot qui ressemble au festival. Iye, ça veut dire élever, ça veut dire valoriser en Yoruba. On cherchait l'appellation authentique du festival sans écarter Ma rue, ma musique, bien sûr. Donc maintenant, on dit festival Iye, Ma rue, ma musique. Iye, Ma rue, ma musique. Festival élevé
Maru, ma Ma musique. musique, élever les artistes, élever les talents. D'accord, vous avez évoqué justement vos artistes préférés ou les artistes préférés. Alors, vous parlez des artistes déjà confirmés ou des artistes qui arrivent? On a les deux niveaux. On n'a pas d'artistes préférés, on a des artistes sélectionnés par année. Et on a d'abord la première phase qui est la phase de sélection des talents émergents. Cette année, on a eu 3 catégories de cette phase des talents émergents. On a eu la catégorie slam, la catégorie chant et la catégorie talent urbain. Au niveau de la catégorie talent urbain, c'est eux qui ont eu plus de chances de formation. On a fait d'abord un appel à candidature. Donc, il y en a qui ont postulé à Kara, à Togoville, à Nié, Balimé, parce qu'on avait 8 collectivités territoriales. Quand on a fait le lancement, on avait les points focaux de ces collectivités-là qui étaient arrivées à Lomé pour suivre une formation. Donc, ils étaient un peu nos alliés dans les zones. Donc, on a fait maintenant un casting. Et le casting, au fur et à mesure qu'on formait les jeunes là, on sélectionnait les meilleurs. Parce que le but, c'est d'arriver aux champions sur le processus. Donc, le processus pour arriver à la finale pour les talents émergents, il y avait 3 de Agné et 2 du Grand Lomé. Grand Lomé, il y a Djablé et puis Lomé même. Voilà. Donc, c'est eux, on a pris ceux du Grand Lomé pour les emmener à Agné parce qu'on s'est dit c'est une manière de les aider aussi à découvrir un peu plus leur pays. Donc, on est allé ensemble à Agné pour faire la compétition là-bas. Et c'est l'un des jeunes du Grand Lomé qui a remporté la compétition pour la catégorie talent urbain émergent. Catégorie slam. Leur compétition s'est réalisée à Djablé avec la catégorie chant. Et sur cet aspect-là, c'est une jeune chanteuse du Cameroun qui a remporté la partie-là, Meka. Et le travail qui va se faire, mais qui vit au Togo. Elle vit au Togo. Elle vit au Togo parce que la dimension du festival depuis cette année, c'est le côté international. On s'est beaucoup concentré sur les talents du Togo, les talents locaux. Mais le but aussi, c'est quand on finit de valoriser les talents qui sont en quelque sorte ciblés au Togo, il faut qu'on commence par impacter l'international. Vous savez, quand on voyage, moi je voyage beaucoup sur les festivals, il y a peu de festivals au Togo qui vendent la destination Togo. Donc, le but, c'est de commencer par entrer dans les créneaux des festivals à l'international qui sont vraiment reconnus par les grands acteurs et qui nous permet maintenant de faire aussi voyager avec des professionnels vers le Togo. Donc, du coup, on a vraiment aimé aussi le fait qu'elle soit au Togo, mais qu'elle soit camerounaise. On ne sait jamais, on est en train de penser la dimension des pays invités d'honneur. C'est des créneaux comme ça qu'on essaye d'intégrer pour faire valoir le festival. Donc, du coup, il y a eu la catégorie slam. Et la catégorie slam, qu'est-ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on a collaboré avec le Slam d'or FESPACO. Ce qui fait que le lauréat de Slam d'or FESPACO au Burkina Faso. Oui. Donc, le lauréat de la catégorie slam chez nous, pour cette année, pour la toute première fois, ira compétir avec les autres talents en février 2025 pour représenter le Togo. Donc, au FESPACO. Voilà. Donc, c'est la dimension internationale qu'on a mis là, qui a permis de tisser des partenariats avec d'autres festivals d'ailleurs. Et maintenant, la personne qui remporte au niveau des talents urbains auront accompagnement, bande de musique, de formation. Ils vont bientôt, en tout cas, parce que les partenaires, on a fini le festival il y a que quelques jours, ils vont rentrer dans leur prix. Ils vont rentrer en studio déjà pour faire un morceau et vidéo d'accompagnement. Ensuite, ils iront à l'école de la musique. En tout cas, nous, on a pu négocier avec l'école de musique Le Clavecin pour les accompagner. J'espère qu'ils vont être, c'est à Lomé. J'espère qu'ils vont être vraiment assidus pour pouvoir vraiment faire cette formation-là qui va vraiment les aider. Parce que être un artiste aujourd'hui et ne pas savoir c'est quoi un instrument de musique, ne pas pouvoir chanter sur note, connaître les gammes, c'est un gros défi pour les artistes, surtout les nouveaux. Donc, on a essayé vraiment de faire un travail sur cet aspect-là. Donc, voilà la partie des talents. Maintenant, il y a les talents confirmés. Les confirmés, chaque année, on voit les personnes qui marchent. Mais nous, on ne se limite pas sur la visibilité des artistes. On sélectionne les personnes sur, on va dire, les performances de qualité qu'elles rendent sur scène. Ce qui fait que
on connaît un peu ces artistes-là qui savent jouer en live parce que notre festival ne fait pas beaucoup dans le playback. On est plus dans le live ou le semi-live. Ce qui fait que les artistes sélectionnés viennent performer en live. Donc, on va rechercher un peu dans les talents, les personnes qui n'ont peut-être jamais performé sur le festival, qu'on essaye de les approcher pour qu'ensemble, on puisse créer quelque chose pour le spectacle à mettre en lumière sur le festival. Parce que festival n'est pas concert. C'est vrai qu'il y a des concerts qui sont programmés, mais un festival, c'est un marché de vente de talents. Donc, pour nous, quand on arrive, il est important qu'on découvre quelque chose de nouveau. Et ça a été vraiment le challenge aussi pour cette édition 7. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena. Nous évoquons le festival hier, Maru, Ma Musique. La 7e édition a eu lieu à Lomé du 5 au 8 septembre dernier. Mais nous vous proposons justement les contours de cette 7e édition avec la promotrice Elisabeth Apampa. Vous avez évoqué les artistes voilà, de rue, les artistes confirmés. Et quand vous parlez de performances de rue, vous les mettez voilà, à quel niveau? Alors, les performances de rue, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans les spectacles vivants en plein air et qui proposent des choses comme la magie, du jonglage, qui proposent bientôt en tout cas, tout est question aussi de moyens pour avoir ces programmations désirées. On devrait avoir du cycle, par exemple. On a quand même déjà les échassiers. On a les échassiers, on a les cracheurs de feu. Cette année, la programmation nous a permis d'avoir du feu et puis des chevaux qui ont performé. Il y a des personnes qui ont performé avec des chevaux, et puis on a eu les cracheurs de feu et puis on a eu les échassiers pour cette année. Donc vraiment, ce sont des personnes qui utilisent beaucoup plus les disciplines valorisantes dans la rue. Parce qu'en salle, c'est beaucoup plus complexe, mais ce sont des disciplines qui sont plus valorisantes dans la rue. Et puis, on voulait avoir aussi les marionnettes géantes. Oui. Mais après, on n'a pas pu l'avoir sur cette édition, mais forcément, l'édition prochaine, on va faire cette programmation pour les gens. D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle de la 7e édition, elle a été comment par rapport à la 6e? Je dirais que elle a été plus intense sur les parties formation et les rencontres professionnelles entre professionnels du secteur. Au niveau des concerts, le concert qui nous a plus marqué, c'est le concert à Agné, où il y avait vraiment de l'engouement, on sent qu'il y avait de l'envie. Pour eux, c'est une première avec nous. Et donc, on a senti vraiment, même au niveau des formations, les artistes d'Agné, je leur dis bravo parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre. Et ils étaient vraiment assidus. Et c'était quelque chose qui m'a énormément marqué. Au niveau de Diaglé, on a eu aussi vraiment des gens qui se sont intéressés, mais pas comme à Agné. Maintenant, au niveau de Lomé, on a sélectionné... Normalement, le concert de Lomé devait se faire au niveau de l'esplanade du Palais des Congrès. Et ce n'est qu'à la dernière minute, il fallait retravailler toute notre programmation. Parce que le palais est en rénovation et ça a bousculé nos programmes. Donc, on devait rapidement choisir un autre lieu. On a penché d'abord sur l'Institut français du Togo, qui fait quand même partie des partenaires. Mais sauf que les Blancs, ils ont leur créneau. Hein. Ils avaient déjà leur programmation. Et puis, il y avait toute l'équipe logistique qui était partie en vacances. Donc, du coup, c'était compliqué vu la taille du festival. Donc, on a sélectionné, puisque quelque part, on avait le canton de Baie parmi... les zones, les communautés qu'on a voulu mettre en lumière cette année. Parce que chaque année, on met une communauté à l'honneur. Donc, c'était Baie qui était sélectionné. Donc, on s'est dit, bon, on va prendre le centre communautaire de Baie. Mais à ce niveau, je pense que peut-être la mobilisation n'a pas vite démarré dans leur zone. Et ça fait que, oui, ça a fonctionné, mais ça s'est rempli très tardivement à partir de 1 heure. Et nous, ce qu'on voulait vraiment pour cette communauté-là, on n'a pas vraiment totalement réussi ça. Mais on se dit, par rapport à ce qui se faisait sur l'édition 6 et toutes les éditions passées, au niveau du canton de Baie, c'est peut-être au niveau des formations qu'il y a eu du succès, mais au niveau même des programmations concerts, c'était pas pour nous vraiment nos attentes. On n'a pas vraiment répondu à nos attentes parce que d'abord, le festival, sur chaque activité qu'on organise, surtout pour les concerts, on mobilise plus de 500 à 1000 personnes. Mais là-bas, on était
quand on fait notre comptabilité, on était à 400, 300, mais avec un remplissage très, très tardif. Et nous, ça fait qu'on a rapidement même refait des programmations sur d'autres sites. Ça nous a obligés à faire une soirée au niveau du 2 février. On a fait des programmations d'anticipation en même temps parce qu'on est quand même des entrepreneurs culturels. On fait des analyses pour rapidement quand même continuer à respecter l'impact du festival. Donc, c'est peut-être ça pour cette année. Donc, il y a, oui, des réussites surtout, beaucoup de réussites au niveau, on va dire, des formations, des rencontres professionnelles. On a eu des acteurs culturels qui se sont déplacés du Bénin, du Burkina, qui sont des amis, collègues qui sont venus soutenir. On a pensé aussi pour la toute première fois sur cette édition avoir comme pays invité d'honneur le Gabon. Et on a été beaucoup aidé avec l'association des Gabonais du Togo. Un artiste du Gabon devait aussi rentrer, mais on n'a pas pu finalement faire venir cet artiste, ce qui a fait aussi que la marque Gabon ne s'est plus vraiment ressentie sur le festival, à part la soirée Gaboma qu'on a fait au niveau du 2 février. Mais je pense Pourquoi il n'est pas arrivé? Parce que les formalités administratives n'ont pas été bouclées à temps. Donc, du coup, mieux vaut bien faire les choses parce qu'après, faire revenir l'artiste, ça nous coûtait beaucoup, ça nous coûtait énormément. Et donc, mieux vaut bien faire les choses pour les années à venir par rapport à la programmation des artistes étrangers. Parce que je rappelle que je le disais, on a beaucoup plus, depuis les premières années, on s'est concentré sur les programmations des talents locaux. C'est à travers cette 7e édition, on essaye de mettre vraiment nos petits pas vers des programmations au niveau de l'international. Donc, souffrez, qu'on apprend et on continue vraiment de voir comment on peut bien faire les choses pour les années à venir. Pays invité, artistes invités, on voit du FEMUA à travers votre festival. Un peu, parce que quelque part, j'ai été au FEMUA cette année et ça m'a permis d'avoir une petite immersion aussi dans ce qui se fait au FEMUA. Mais le but n'est pas de faire un FEMUA au Togo parce que quelque part, le FEMUA n'est pas performance de rue. Le FEMUA n'est pas forcément ce que nous on fait, mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ce sentiment de coopération avec les autres pays qui étaient déjà des soutiens pour le festival. J'ai la chance d'être quand même toujours présente sur beaucoup de festivals, donc on a des amis qui ont envie de venir soutenir. Donc quand ils viennent soutenir, ils ont aussi envie de sentir que on leur fait un clin d'œil. On est déjà, par exemple, avec le Bénin, en train de voir avec des acteurs du Bénin comment sélectionner le Bénin pour le pays invité d'honneur de l'année prochaine. Parce que le Bénin nous a énormément soutenus cette année. On a eu des médias du Bénin qui étaient là pour la couverture. Donc j'estime que c'est déjà, pourquoi pas, un pays qui est très proche de nous. Un clin d'œil au Bénin. Parce que j'ai même travaillé sur un festival au niveau du Golfe 1, toujours cette année, où il y avait déjà le Bénin comme pays invité d'honneur. Et ça s'est très bien passé avec des artistes de là-bas. Donc voilà, il est très important pour nous, les amitiés que nous avons dans les pays, de pouvoir les faire profiter aussi de ce que nous initions dans nos pays. J'étais en Mauritanie, quand j'étais en Mauritanie sur le festival Assalamu Alaikum, il y avait aussi cette volonté-là de faire des choses avec le Togo. Et parce que c'était d'ailleurs la première fois qu'une Togolaise arrive sur ce festival-là. Donc j'estime que notre rôle en tant qu'acteur, c'est lorsque nous voyageons de continuer par vendre la destination du Togo. Mais quand on finit de vendre cette destination-là, il faut qu'on puisse ramener des gens vers le Togo. Et c'est ça qui nécessite beaucoup de moyens. Parce qu'en termes de VHR, voyage, hébergement, restauration, c'est des coûts énormes. Mais on y travaille. Alors, vous y travaillez. Voilà pourquoi votre festival a 7 ans. Déjà, aujourd'hui, lorsqu'on marque un arrêt, on fait un bilan global. Vous vous situez à quel niveau? Alors, si on va aller sur une échelle de 10, je vais prendre 5. D'accord. Parce que moi-même, je suis une personne qui adore la perfection, même si elle n'existe pas vraiment dans ce monde. Mais c'est important de rêver grand pour ce festival. Même les fois où il y avait même la Covid-19, on s'est réinventé. Ce festival s'est réinventé comment? En proposant un format digital et qui a été diffusé sur 6 télés. Vous voyez, donc, on a toujours essayé dans l'innovation. Mais l'innovation coûte cher. Et l'innovation rencontre beaucoup de challenges parce que quand on fait un nouveau test, il y a forcément des réalités qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça qu'on se dit, d'ici 8 ans, 10 ans, on aura quand même réussi à asseoir un festival qui est vraiment bien reconnu au Togo. C'est la vision.
je ne suis pas pressée pour le festival, mais je veux vraiment que d'ici 10 ans pour ce festival-là, qu'à l'international, lorsqu'on va citer les grands festivals, les gros rendez-vous, qu'on puisse citer le festival IE Maruma Musique comme un grand rendez-vous à visiter. Après, les festivals ne sont pas comme des concerts publics. Le but, c'est de venir rencontrer et de profiter d'une programmation nouvelle, de découvrir quelque chose de bien. Donc, c'est notre challenge. L'autre aspect, c'est le niveau des thématiques et des sujets qui minent notre secteur. On a un nouveau département qui gère maintenant les médias, la communication et la culture. Donc, on se dit, nous, on a un rôle à jouer pour pouvoir mettre en place vraiment aussi des changements sur des thèmes précis. 2 sujets ont été abordés cette année sur le festival. C'est la politique culturelle au Togo. Et on a eu des experts qui sont venus échanger sur le sujet avec la Fédération togolaise de musique et avec un expert international qui était à l'Institut français, qui a eu à se former au niveau du Senghor de la francophonie, qui nous a vraiment outillés et a parlé vraiment du sujet pour qu'on puisse voir, en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, au lieu d'attendre le gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Ensuite, le deuxième sujet, c'est la question de la redevabilité de la redevance des artistes, la gestion des droits d'auteur. C'est un sujet épineux. Et on était très, très contents d'avoir réussi à avoir le Butodra comme partenaire cette année. Et le Butodra, avec leur service des affaires juridiques, avec M. Kanya, il a pris son temps avec le panel des artistes, avec Venouni Azilar, qui est Kana, avec Olam Lok, qui est un manager d'artistes, avec des personnes qui sont quand même dans le secteur pour parler de comment vraiment aider le Butodra à bien faire son travail. Bien faire son travail. À bien faire son travail. Au profit des artistes. On n'a pas d'intérêt à discréditer le Butodra. Nous sommes au Togo, nous sommes des Togolais. On a plus à profiter de la réussite du Butodra. C'est ce qu'on a voulu passer comme message aux artistes. C'est vrai que ça va prendre du temps parce que le Butodra aussi a du travail à faire sur la communication de proximité. Et on leur a dit ça. Et ils étaient d'accord. Donc, chacun connaît un peu sa responsabilité. Mais moi, j'ai même dit au directeur que je me rends disponible pour accompagner la communication parce que je trouve que on n'a pas d'intérêt à aller valoriser ce qui se fait ailleurs. Comme j'étais au FEMUA, ils ont réussi à faire quelque chose là-bas avec une agence internationale qui va implémenter avec le commissaire général du FEMUA des pylônes qui vont aider à mieux retrouver les meilleurs ou les artistes qui sont plus joués pour qu'il y ait une crédibilité dans la redevance. Parce qu'aujourd'hui, oui, un artiste vieux d'année qui n'a plus chanté, qui prend peut-être plus que quelqu'un qui est d'actualité, ou même cette génération qui se fout carrément du Butodra, qui rêve du SACEM, qui rêve du Burida, etc. Je comprends, hein, c'est normal, parce qu'on a tous envie d'avoir plus de redevances. Mais tu peux pas mettre du noir sur ton pays, quoi qu'on dise. Partout où tu passes, on te demandera d'où tu viens. Donc, tant que tu es togolais, il faut que tu améliores les choses de chez toi. Donc, c'est un peu cette dimension qu'on a pris cette année. On espère avoir l'impact voulu d'ici les prochaines éditions. C'est important. Toujours à l'écoute de Radio Dino. Dans Pluriel, nous parlons du festival IE Maru Ma Musique avec Elisabeth Apampam. Alors, puisque vous parlez du commissaire général du FEMUA, on vous appelle comment par rapport au festival? Ici, on dit la directrice du comité d'organisation, simplement. Voilà, la directrice du comité d'organisation du festival qui a commencé hier, Ma Musique Maru. Vous avez commencé, vous avez 7 ans aujourd'hui, mais des difficultés ou déjà vous marchez bien déjà? On veut bien marcher, c'est le but. Mais c'est triste pour l'instant qu'on ne finit jamais avec payer encore des personnes à la fin parce que ce festival est très, très un festival caritatif. Mais je pense que les années à venir, on va commencer par supprimer certaines choses qui sont aussi gratuites parce qu'on ne peut pas continuer dans la gratuité aussi. Il faut que maintenant les gens puissent mettre aussi la main à la poche. On a commencé déjà un tout petit peu cette année en mettant des tickets de 500. Sur le 5, du 5 au 8, c'est bien cela. Surtout la soirée du lancement, on a mis un prix avec des salons VIP qui étaient à 100 000 et on dit merci
aux amis, aux partenaires qui ont pu quand même soutenir. Parce que le festival, on va pas prendre l'argent quelque part. Ce sont les partenaires, les entreprises qui comprennent un peu la vision, qui nous accompagnent. Mais au Togo, on sait comment on souffre dans le sponsoring. Mais je sais que ça viendra. Moi, je perds pas du tout espoir. Mais quelque part, je me remercie énormément, je l'avais dit en amont, que nous, on rentre dans un circuit qui nous soulage un tout petit peu avec Accès Culture. Donc, on a eu un financement qui nous a accompagnés sur les parties formation. Maintenant, le but, c'est d'aller encore chercher les moyens pour tenir toutes les activités qu'on veut. Après, sur le festival, rappelons qu'il y a beaucoup d'activités. Au-delà des concerts, il y a les formations, il y a les rencontres professionnelles, il y a la journée éco-jogging. On a eu des débats. Cette année, on a même le vendredi eu une journée dédiée à Bella Bello. Cette journée était la journée des femmes où on a fait un grand débat scientifique sur l'entrepreneuriat au féminin, le cas des entrepreneurs dans le secteur culturel. Donc, on a eu des personnes qui sont des femmes du milieu. Souvent, les femmes qui sont dans le secteur sont un peu invisibles, sauf celles qui sont peut-être à l'écran. On voit quelques-unes, mais la réussite même n'est pas vraiment comparable par rapport aux hommes qui se débrouillent. On ne les valorise pas au même niveau. Mais on s'est dit, entre femmes, qu'est-ce qu'on fait pour réseauter, pour pouvoir vraiment, je sais qu'on me connaît pour ça, comment on fait entre femmes pour réseauter, pour s'épauler. On n'a aucun intérêt à se piétiner entre femmes dans le secteur, on n'est même pas nombreuses. Donc, comment on fait les choses ensemble en tant qu'entrepreneur et partager aussi des idées de stratégie en termes de valorisation du travail qui se fait déjà. Et j'ai adoré la présence des jeunes filles qui étaient présentes pour apprendre, pour entendre les expériences des aînés. C'était vraiment la partie, on va dire, marquante de cette journée-là. Donc, les challenges, c'est au niveau du financement. Ensuite, ça va être au niveau aussi de la logistique parce que la vision est très grande. Et quand la vision elle est grande, on a aussi besoin de la ressource humaine qui pourra vraiment tenir sur cette grande logistique-là. On a une petite équipe, donc on essaye au fur et à mesure de faire appel à des bénévoles qui ont envie aussi de travailler sur le festival pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et même pour nous, il y a un défi de formation. Moi, j'estime que pour réussir dans un secteur, il faut toujours actualiser les connaissances. C'est pour ça, cette année, si les gens qui me suivent vraiment ont remarqué, j'ai beaucoup voyagé sur des festivals, c'était l'objectif. J'étais allé, voilà. Aller voir ce que les autres font et voir ce qu'on peut proposer de mieux ici. Et c'est pas fini. Je pense que l'année prochaine, je vais rester dans cette démarche-là parce que je pense que j'ai fait beaucoup l'Afrique, mais c'est de voir peut-être dans d'autres pays de l'Europe, qu'est-ce qui se fait là-bas et si on peut aller chercher maintenant du partenariat pour ramener des gens qui sont plus des experts que nous et qui pourront mettre le projet de ce festival en accélération. Voilà, il faut qu'on passe on va dire à un échelle nouveau, qui nous permet vraiment de proposer quelque chose qui va vraiment permettre au Togo, lorsqu'on dit festival IE, quand tu es un professionnel, tu vois ce qui a été proposé, que tu sois d'accord que c'est bien travaillé. Avant de dire le nombre de personnes mobilisées, etc. Pour nous, d'abord, il faut préparer le côté programmation, les spectacles et tout. Vraiment une logistique de qualité au niveau de la sono, la qualité du son, la régie qui travaille sur le festival. Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses nous-mêmes, on a remarqué. Moi, je suis sincère, en fait. Donc, on travaillera dessus pour mieux réussir les prochaines éditions. Le dernier défi, ça va être peut-être avoir des gens autour de soi qui rêvent pareil. J'ai parlé du comité. Pas directement forcément le comité. Des fois, on n'a pas forcément besoin d'être dans le comité d'organisation pour pouvoir travailler sur le festival. Je parle là des partenaires. Des fois, il y en a qui sont juste des partenaires pour la forme et non pour travailler sur le fond. Et moi, c'est pas de ça que j'ai besoin aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un appel pour les personnes qui nous regardent actuellement ou qui nous écoutent. J'ai besoin des partenaires techniques, c'est ça? Partenaires techniques qui... Au-delà des partenaires financiers. On a besoin de partenaires techniques qui comprennent la vision et ont envie ensemble de faire avec moi de ce festival un festival qui valorise vraiment les talents locaux, qui vend mieux la destination Togo à travers les performances artistiques. Parce que vous rêvez grand. Aujourd'hui, vous avez pu toucher quel coin ou quelle ville du Togo, si on parle de l'édition 7? Alors, vous êtes déjà allé où? Vous avez envie d'aller où? Pour l'édition de cette année, je rappelle que les premières éditions,
on ne bougeait pas beaucoup, hein, parce que bouger beaucoup, c'est l'argent. Donc, la première année, on avait réalisé ça au niveau de Agbalépé Dogan. C'est ça aussi l'un des challenges, j'en ai pas parlé, c'est chaque lieu avec ses réalités, chaque communauté avec ses caprices. Agbalépé Do a été une réussite parce que c'est un peu le fief, donc ça a mobilisé un grand nombre de personnes sur 2 jours avec des formations en amont sur des sites. La deuxième année, c'était au niveau du Carrefour de Lyon. Je pense que jusqu'à ce jour, c'est la plus belle édition. Au niveau de la deuxième édition, on était au niveau du Carrefour de Lyon qui a rassemblé plus de 1000 à 2000 personnes. Et on avait eu même des couvertures gratuites parce que les gens ont vu le monde et ils se sont ramenés pour pouvoir vraiment accompagner le festival. La troisième édition s'est réalisée au niveau de Tokon-Huiti, au Carrefour un peu devant 3K. La quatrième édition était l'édition où venait donc, je pense bien, la Covid. Covid, oui. Et on était obligé 2020, on est parti. Mais c'est cette période qui nous a donné la chance de collaborer avec des partenaires européens. Parce que l'Union européenne nous a accompagnés cette année-là, où on a travaillé des artistes pour créer des vidéos à diffuser. On a proposé le documentaire du festival qui racontait le narratif du festival. Et ça a été diffusé au même moment. Parce que mon challenge à moi, mon rêve à l'époque, c'était quoi? Mais on diffuse Miss Togo pratiquement sur toutes les chaînes au même moment. Pourquoi pas les artistes? Pourquoi pas la musique? Et je me suis dit, OK, on est là dans l'atmosphère où tout le monde est un peu chez soi. On va proposer quelque chose comme ça. Donc, quand on a réalisé nos vidéos, ça a été diffusé au même moment sur toutes les chaînes. New World, TVT, TV2, TV7. Au même moment, tout le monde a diffusé le documentaire du festival. Et ça, c'était waouh. Et maintenant, l'année qui a suivi, on a voulu commencer maintenant par délocaliser, avoir un côté décentralisation du festival. On est parti d'abord sur Kara, après sur Agné. Et maintenant, on a commencé par miser sur des communautés, des zones. Ça fait que on a fait Agné, Diaglé, Bé, Grand Lomé. C'est les 4 zones de cette année. On a fait Redianawe 2 aussi. Redianawe 2 qui a abrité notre éco-jogging. Donc, ça fait Redianawe 2, Diaglé, Agné 1, Lomé pour la caravane. On a fait une caravane qui a sillonné. Voilà, 5 zones. 5 zones. Sauf chez moi. Hein. L'idée, c'est intéressant aussi de comprendre que on viendra chez vous. Le festival grandit et dès qu'on grandit, on va intégrer d'autres zones pour pouvoir voir quel est le niveau d'ambiance de votre zone. Mais je n'aimerais pas venir dans votre zone et puis là, c'est quelle zone? C'est Sokodé. Sokodé. Je ne peux pas venir à Sokodé et puis on n'aura pas le monde désiré. Vous savez très bien que c'est le centre. Ok, on va venir avec King Bala. King Bala viendra justement vous rehausser en tout cas l'éclat de... C'est un artiste qui se bat énormément. Je lui fais un clin d'œil et puis il est très très ouvert. Mais par contre, j'ai déjà fait Sokodé à travers ma tournée humanitaire. Et Sokodé, on a un confrère, Ligue Bessor, qui est en quelque sorte notre point focal là-bas, qui nous a même permis de faire même une rencontre avec des artistes de Sokodé. On a voulu trouver des mécènes de la zone qui pourront accompagner notre projet. On a fait un projet de formation des artistes sur le territoire. Et quand on a fait ce projet, on a tourné un peu, on a senti un besoin au niveau de Tchamba, un besoin au niveau de Sokodé et un besoin au niveau de Gando, Mango, et un besoin au niveau de Dapan pour vraiment aider les artistes. Il y a beaucoup de talents, hein. Franchement. Quand on arrive, moi, je ne m'attendais pas à avoir des talents à Mango. Excusez-moi, je suis sincère. Mais j'arrive à Mango, on rassemble les artistes. Mais il y a des talents partout. Ils ont juste besoin de moyens. Or, il y a des acteurs culturels dans ces zones-là. Peut-être je leur fais un clin d'œil pour le travail qui se fait, mais c'est qu'ils puissent réussir aussi la communication vers le Grand Lomé. Et de telle manière, qu'on puisse asseoir des talents vraiment qui sont même... à Dapan, mais qui sont cités comme des artistes pleinement du Togo et qui sont reconnus sur le plan national. C'est un travail à faire et c'est pour ça que je félicite King Bala parce que et puis MCK, les King Maz qui ont réussi à faire ça. Tu es à Kara, mais tu es connu à Lomé, tu es connu partout. C'est important parce que le Togo ne se limite pas à Lomé. On a beaucoup d'artistes à Lomé. MCK avec Kabenda. Kabenda, voilà. Il a réussi à faire quelque chose et il a même moulé les autres. Les Slyfield, par exemple, c'est parce qu'ils ont vu des aînés réussir, des jeunes qui ont commencé par réussir ce schéma-là sur les awards. Il vient, il prend un prix aux awards. Je pense que ça a réveillé les autres pour se dire c'est possible.
On a fait Tchévier Palimé aussi, on a réuni des artistes et des acteurs culturels dans la zone. On a fait des promesses qu'on n'a pas encore réalisées parce qu'on s'est dit il faut qu'on puisse travailler ensemble pour faire des activités vraiment en termes de synergie, avoir des festivals qui vraiment s'entremêlent. Quand l'autre fait son activité, tu viens, tu es présent, tu fais la formation avec lui. Quand toi aussi tu fais pour toi, ils sont là, lui aussi il arrive parce que quoi qu'on dise, la finalité, c'est la valorisation de notre patrimoine à nous. Donc, comme on le dit ailleurs, il faut la solidarité sur la mer, comme on le dit. Alors après le festival, vous avez également une tournée. Oui, je pense que c'est ce qui m'empêche de dormir actuellement. Alors, c'est une tournée qui a sa 9e édition. C'est la tournée Miadouadje. Donc, le festival est cadet de la tournée. Ouais. D'habitude, ça ne s'enchaîne pas comme ça. C'est pour ça le festival finit en juin. J'ai plus de temps pour travailler sur la tournée, mais là, c'est chaud. Bon, cette tournée-là, c'est une tournée éducative d'abord. Et c'est une tournée socio-culturelle. Éducative, pourquoi? Parce que on a 3 dimensions de ce festival pour nos cibles. Il y a la cible des enfants, il y a la cible des femmes et il y a la cible ouverte communauté. Au niveau des enfants, on prône l'excellence en milieu scolaire. Donc, le but, c'est d'aller dans les écoles ciblées. On cible en tout cas 2. Selon le budget qu'on a chaque année, on fait les 5 régions. Et on cible 2 écoles par région. Quand on arrive, par exemple, dans la savane, le but, c'est de retrouver 2 écoles, souvent publiques. Donc, on a forcément besoin de l'autorisation du ministère et des orientations du ministère. Donc, on arrive, c'est de choisir minimum 5 meilleurs des classes. On réunit au MAR et qu'on distingue. Pour dire, les autres, cette année, c'est à vous. Prochainement, si vous avez la chance qu'on revienne, c'est à vous de recevoir ces prix. C'est une manière pour nous de demander aux enfants, très tôt, au démarrage, d'avoir vraiment un travail de qualité à faire pour être parmi les meilleurs. C'est pour ça qu'on préfère aller en début d'année. L'autre dimension, c'est après avoir donné des prix aux meilleurs, on cible maintenant ces enfants-là qui, malgré qu'ils sont pratiquement en milieu de début d'année scolaire, n'ont toujours pas leur sac d'école, n'ont pas de kit scolaire et tout ça. Donc, on demande aux professeurs de nous aider à cibler quelques-uns et maintenant qu'on remet des kits scolaires. Donc, on ne vient pas juste récompenser les meilleurs. On a la dimension sociale et humanitaire où on retrouve maintenant des enfants vulnérables qui ont besoin de ces kits scolaires pour aller à l'école. Je sais que des gens vont me dire que c'est tendance, les sacs de riz, là, les sacs de riz que les enfants utilisent. Que nous avons utilisés quand on était petits. Voilà. On essaye de changer des sacs là pour ceux que quand tu vois le sac, c'est déchiré un peu partout. On change le sac pour ces enfants. Vraiment, on essaye de voir ce qu'on peut faire en même temps pour les situations sur le terrain. La dimension maintenant au niveau des filles et des femmes, c'est de parler en les réunissant. On travaille avec les groupements de femmes, avec leurs filles. On demande qu'elles ramènent leurs filles pour leur parler un peu de comment échanger avec les filles à la maison. On discute avec les parents sur comment éduquer autant le garçon que la fille aujourd'hui, comment être amis de leurs enfants. Parce que pour nous, pour résoudre certains problèmes, il faut cette complicité depuis la maison. C'est au niveau des familles qu'il faut faire le travail là. Lorsqu'on parle des grossesses en milieu scolaire, lorsqu'on parle même de l'éducation de la fille, de l'excellence à l'école, je pense que le travail doit se faire en famille. Tant que les parents ne sont pas des rôles modèles, ce sera compliqué. Donc, notre message en rassemblant les groupements de femmes, c'est ça. Travailler un peu plus sur eux-mêmes. Même si tu rentres du champ et tu es fatigué, fais semblant, demande à ton enfant de prendre le cahier, de faire une lecture, de réciter le cours. Même si tu n'as pas été à l'école, c'est pas ça le problème. Quand tu forces l'enfant à faire ses exercices devant toi, à lire, à répéter, et que tu joues le jeu, l'enfant aura juste cette, voilà, tu simules, l'enfant a la volonté de le faire parce que, mais papa, maman s'intéresse à mon école. Ce sont des messages comme ça, on passe aux enfants. Et puis souvent, selon la communauté, on rencontre les chefs. Donc, ils nous disent les problèmes. Hein. Et puis, nous, on essaye, quand on rencontre les groupements de femmes, de passer le message. Par exemple, quand on était à Gou, à l'époque, il y avait par exemple une lagune où les femmes allaient laver
se laver. Et c'est l'eau-là qu'elles cherchent aussi pour aller préparer. Il fallait leur parler un peu de l'hygiène de vie. Voilà. Donc, selon la communauté, il y a des problèmes. On essaye aussi de ramener ces éléments-là pour les sensibiliser. Souvent, quand une rivière va à la passe, il faut peut-être se doucher à un niveau et peut-être chercher de l'eau. Même là, je ne recommande pas. Il faut peut-être chercher son eau pour aller se laver dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison. Parce que quand tu laves tes habits dans l'eau, tu bois l'eau. C'est Dieu qui sauve en réalité. Sinon, imagine le nombre de microbes. Je ne suis pas dans la santé. C'est pour ça qu'on y va aussi avec des professionnels de santé lorsqu'il y a de cette thématique-là. Les premières années de la tournée, on a beaucoup été même focus sur la santé. On a fait des dépistages de cancer, on a fait des dépistages de VIH, on a travaillé avec, on travaille d'ailleurs avec ATBF pour les niveaux de sensibilisation. Donc du coup, il y a une dimension vraiment éducative pour pouvoir orienter les gens sur leur vie personnelle et sur l'éducation de leurs enfants. Maintenant, il y a la partie des populations. Population, c'est avec du cinéma. Qu'est-ce qu'on fait d'intéressant? C'est sur la place publique de l'école, puisqu'on va vraiment dans des milieux reculés, hein, dans des villages et tout ça. Donc souvent, il y a une place publique où il y a une grande école qu'on sélectionne et on fait maintenant de la diffusion cinéma thématique. On travaille avec le cinéma numérique ambulant au cours de la tournée. Donc, quand on rassemble les gens autour du cinéma, ce n'est pas Elisabeth qui est donneur de leçons qui arrive dans la zone, non. C'est le film qu'eux-mêmes, ils sont en train de regarder, qui leur parle, par exemple, de l'éducation de la fille. Et eux-mêmes commencent par échanger entre eux. Les petits commentaires. Les langues sont déliées entre eux. Et maintenant, moi, je profite pour leur dire, justement, vous dites ça. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une manière d'éveiller, c'est de la pensée collective. Nous, on partira, mais c'est à eux de jouer leur rôle. Donc, c'est, on va dire, les 3 dimensions que nous avons pour cette tournée-là. Et puis, il y a la partie peut-être des dons. Hein. On a des partenaires qui nous aident souvent avec des kits de nourriture et tout ça. Donc, là où on peut distribuer, on le fait. Mais ça, par contre, c'est pas toutes les zones qui en reçoivent. On voit quand on arrive, on échange avec les gens là où on sent plus de vulnérabilité. On récupère aussi des habits des personnes qui ne les utilisent plus, pas des habits sales. On met l'accent dessus. C'est un peu ce que on met l'accent dessus, donc on rassemble tout ça et ça devient le supermarché de nos femmes. Faut voir, en communauté, quand tu arrives, il y a ce sentiment-là d'être utile aux gens. Honnêtement, c'est juste se sentir utile à notre communauté qui nous pousse à continuer parce que on n'est pas encore des milliardaires, hein. Les gens vont se dire, pourquoi tu aides si toi-même tu n'es pas encore riche? C'est pas ça le truc. Pour nous, c'est déjà de sentir qu'on est utile. Même le fait d'aller permettre aux gens de discuter des sujets qu'ils abordent pas souvent, de stimuler le vivre ensemble, c'est déjà énorme. Un élément important. On n'a pas vu le temps passer, hein. Si on voudrait peut-être conclure cette émission en une minute. Déjà. Oui. Ah, ok, d'accord. Pour conclure cette émission, c'est peut-être bientôt, je vais lancer la communication pour cette tournée 2024. C'est d'avoir le maximum de personnes qui pourront nous accompagner parce que les défis par rapport aussi à cette tournée, c'est qu'on a toujours de nouvelles localités. Et quand on arrive dans les zones, il faut mobiliser les femmes, il faut mobiliser les enfants dans les écoles et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment que je dise merci aux leaders communautaires, aux chefs des zones. Ils nous aident énormément. Et c'est vraiment des personnes qui sont vraiment ouvertes à nous. Quand on arrive, ils nous orientent, ils nous guident et le travail se passe très bien. Et j'estime que, en tout cas, toutes ces années qu'on a réussi à toucher des localités, que ça a eu un impact sur leur façon de réfléchir, que ça a vraiment changé des vies et transformé des mentalités. Parce que tous ces sujets qu'on aborde, le but, c'est d'avoir vraiment du changement dans la vie de ces enfants-là, dans la vie de ses parents, et que le Togo s'améliore parce que des personnes réfléchissent vraiment et pensent transformer le Togo à travers des bons comportements, à travers des actions qui valorisent tout le pays. Parce que le but, c'est pas de penser seulement à soi. Quand tu es le seul qui a mangé et rassasié dans ta maison et que ton voisin a faim, je ne pense pas que tu es en sécurité. Justement, il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas d'ambiance et la sécurité est menacée. Merci donc à vous, Elisabeth Apampa. Je rappelle que vous êtes la directrice du comité d'organisation du festival Maru, du festival IE Maru
Ma musique. On a Je peux évoqué... donner un numéro aussi, hein, 96 03 96 70. 96 03 96 70 si vous avez envie d'avoir d'autres informations. Et puis nous, on est très digital. Donc, vous tapez Festival IE Maruma Musique, vous avez pratiquement toutes les informations sur le festival de cette année, puis les éditions passées. Je remercie Radio Dena. Je dis merci aussi à VOA Afrique qui a fait une très belle couverture du festival cette année. Et puis tous les médias de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina qui nous ont aussi accompagnés cette année. Et ben, merci. Merci également à vous. On a évoqué également votre tournée humanitaire. Je suis Latif Yoroua. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On prend rendez-vous pour mardi prochain. Bye bye.